Bonjour à tous, j'espère que vous continuez à vous porter bien. Merci pour cette fidélité parce qu'on a un beau succès sur ces webinaires et ça nous encourage à continuer. Aujourd'hui, on va aller directement dans le vif du sujet. On va traiter du sujet on ne peut plus d'actualité, c'est comment réussir la reprise et le déconfinement, hein, puisqu'on attend tous le 11 mai. Trois visions, trois personnes, trois invités d'exception. Nous allons avoir une vision d'abord sanitaire avec le médecin Albrice Lebras, que je connais bien et que j'apprécie, qui est le chef de réanimation du centre hospitalier Annecy-Genevois. Je ne vais pas faire tout son CV parce qu'il est très long, qui va nous parler donc toute la partie sanitaire et plein de choses et des conseils qu'on peut mettre en place en entreprise et puis sa vision à lui. Ensuite, nous aurons Romain Roy, que vous connaissez aussi, qui est le cofondateur de Greenwiz, qui, lui, a une vision qui va nous intéresser parce que son activité ne s'est jamais arrêtée, elle a même plutôt amplifié. Donc, il va pouvoir nous donner des idées sur le management, sur plein de choses, et puis sur la reprise que nous devons tous faire. Et enfin, Blaise Agresti, que vous connaissez, parce que c'est lui qui a inauguré les webinaires des sommets du digital, qui était l'ancien patron des PGHM et qui a aujourd'hui une structure de formation, notamment, qui s'appelle Mountain Pie. Voilà. Je vous laisse la parole. Sylvie, on fait comme d'habitude. On peut poser des questions, et il faut poser des questions, c'est ça qui est intéressant. Tu nous rappelles vite fait le mode opératoire ? Alors, très rapidement, soit par le Q&A de Zoom, soit par le chat de YouTube. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Louise les collecte et puis on les retransmettra à la fin après les interventions de chacun d'entre vous. Voilà, alors je vais commencer avec toi. Albrice, bonjour, merci d'être avec nous. Tu as été présenté donc par Xavier. Le scénario d'organisation que tu as été dans l'obligation de mettre en place de façon très rapide avant même le confinement de tout le monde, est-ce que c'était un scénario qui était prévu? Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà processé? Alors, bonjour à tous, oui, donc merci pour cette invitation. Donc, je crois qu'on on a été confronté à une situation exceptionnelle, complètement inédite dans le monde de la santé, en tout cas dans notre monde moderne, à savoir que notre système hospitalier français, il est préparé pour des afflux massifs, notamment dans le cadre des attentats, etc. Mais sur des événements ponctuels, il est préparé. Sur des événements de grande ampleur, à savoir l'arrivée de façon massive de patients qui ont besoin de structures de réanimation lourdes, on n'était absolument pas prêt à ça. C'est vrai qu'on suivait la situation un petit peu de loin en décembre, janvier de ce qui se passait en Chine, des signes d'alerte. On s'est dit, bon, c'est encore un petit truc qui se passe en Asie, mais ça ne va pas arriver vers nous. Et puis, petit à petit, on a vu arriver la situation italienne et surtout, je dirais, les premiers cas français avec la situation des contaminations au contamin de Montjoie, puis à la banne de Sillingy, là sur le mois de février, début mars, qui nous ont fait dire que le Covid arrivait et qu'on allait être confronté malheureusement à cette situation qu'on craignait. Et donc, on s'est préparé finalement assez tôt en amont parce que, voilà, à partir du moment où l'Italie a été touchée, on s'est dit que le système français va être atteint. Voilà, donc on a mis en place par anticipation une organisation importante avec un gros plateau technique de réanimation. Alors là, ce qu'il faut bien imaginer, une réanimation habituelle, elle est calibrée pour un nombre d'habitants sur une région donnée. Et là, on a dû tripler, voire quadrupler nos capacités d'accueil de patients. Et surtout, pour faire vivre tous ces lits créés, faire venir énormément de respirateurs qui sont vraiment le besoin dans cette pathologie. C'est des patients qui ont besoin d'être ventilés de façon prolongée, souvent 2-3 semaines. Ça veut dire 2-3 semaines, vous immobilisez un respirateur. Voilà, une ville comme Annecy, on a à la base une vingtaine de respirateurs, une vingtaine de lits pour accueillir des patients de réanimation standard. Et là, il a fallu monter à 60 lits de réanimation. Donc, faire venir de la ressource, de l'extérieur, une excellente collaboration qui s'est faite avec les structures privées, que ce soit en termes de matériel, en termes de ressources humaines, médicales, paramédicales. Donc, il a fallu rappeler, et ça dans des délais très courts, beaucoup de personnel qu'il a fallu former à des techniques très spécifiques, assez poussées de réanimation.
Et tout ça dans des délais très courts, hein, c'est-à-dire que le propre de l'épidémie, hein, et en particulier avec le SARS-CoV-2, c'est que ça a été une pente d'accélération extrêmement rapide, hein, c'est-à-dire qu'en 15 jours, on a dû monter un dispositif pour être prêt à répondre en termes de sécurité sanitaire pour la population. Et on s'est retrouvé comme ça début avril avec une cinquantaine de patients intubés ventilés sur le plateau technique d'Annecy, par exemple, mais à l'image de ce qui s'est passé dans les autres réanimations, principalement de l'Est de la France et de la région parisienne. Donc, il y a eu pour cette première vague un très fort investissement de tous les personnels, de tous les professionnels de soins, beaucoup de collaboration entre des acteurs qui ne se connaissaient pas forcément, et ça, on est arrivé à le mettre en place, avec une priorité, c'était avant tout la protection de nos personnels. C'est-à-dire, on allait travailler en environnement hostile. Alors, on est des professionnels du soin, hein, on n'est absolument pas des héros, mais on a fait notre métier, hein, à savoir, on a l'habitude des situations de maladies contagieuses, tuberculose ou autres, sauf que là, on le déployait à très grande ampleur, avec beaucoup de patients. Et donc, on savait qu'il y avait un risque, hein. Moi, je me souviens encore du premier patient Covid accueilli en réanimation que j'ai pris en charge. Voilà, la sensation que j'ai eue quand je suis rentré dans cette chambre, dans un environnement très contaminé, ben voilà, je m'en souviendrai, c'est quelque chose qui m'a marqué, parce qu'on a peur. On a peur parce qu'on a entendu beaucoup de choses, on a vu que c'était une maladie qui était grave, qui entraînait des décès, ce n'est pas que des personnes âgées, hein, avec en tout cas la population de réanimation, une population relativement jeune, hein, avec une moyenne d'âge autour de 55 ans. Voilà, donc la priorité, ça a été la protection de nos personnels, s'entourer, en tout cas, bien les rassurer au niveau des équipements de protection individuelle qu'on avait suffisamment, en tout cas en première phase de l'épidémie, et puis passer beaucoup de temps à expliquer au personnel qu'est-ce que le SARS-CoV, et puis comment se protéger. Ça a été la priorité de la prise en charge. Dans ce contexte de peur, comment as-tu réussi, avec certainement tes équipes managériales aussi, à faire adhérer tout le monde, y compris des gens que tu ne connaissais pas finalement en direct, qui ne faisaient pas partie de tes équipes à l'origine? Alors, c'est difficile, effectivement. Alors, nous, on n'est pas des managers, hein, on est des médecins. C'est un terme qu'on récuse, hein. Je sais bien qu'on est sur un sommet du digital et je suis en face de certains managers, mais en tout cas, dans le soin, ce n'est pas un terme, nous, qu'on prodigue médecins, hein. C'est sûr que le système tend à être un système managérial, mais voilà, je dirais, on a eu je pense que nous, il y avait beaucoup d'incertitudes, c'est-à-dire il y a beaucoup de notions, on ne savait pas trop, hein, ce virus, comment, en termes de mode de contamination, en termes de stabilité dans l'air, sur les surfaces, etc. On était en pleine courbe d'apprentissage. Donc, ça a été avant tout de s'entourer de matériel de protection optimal, vraiment maximal, hein, avec des consignes extrêmement rigides, hein, presque militaires, hein, données aux équipes, hein. Et à partir du moment où les gens se sentent rassurés par un cadre qui est là, qui est très établi, et ça on en reparlera pour le déconfinement, je pense que c'est quelque chose qui est important, et passer du temps à répondre à leurs inquiétudes. Ça, c'était beaucoup de temps passé à discuter avec eux, hein, de façon informelle, et de façon plus formelle, on l'a fait, mais là c'est moins impactant au niveau individuel. Voilà, mais les choses, c'est des professionnels du soin et ils y sont allés vraiment. On n'a eu personne n'a émis la notion de droit de retrait, etc., hein. C'est quelque chose qui était inenvisageable pour chacun. Merci Albrice. Effectivement, je pense que Romain, toi, ton activité a continué, elle a même explosé peut-être. Tu as été aussi confronté très rapidement à la protection de tes personnels, j'imagine, à une communication particulière. Et du coup, tu t'es retrouvé dans une situation relativement proche de celle que vient de nous décrire Albrice. Qu'est-ce que tu as mis en place et quelles ont été les réactions que tu as eues et auxquelles tu as eu à faire face? Merci, merci de me permettre de témoigner aujourd'hui. Donc, d'abord, je vais juste apporter un petit bémol à ce que vient d'expliquer Albrice, parce qu'il a eu une position très humble par rapport à l'action du personnel soignant. Moi, personnellement, je suis très impressionné par l'action héroïque, je trouve, de nos personnels soignants pour gérer cette crise. Et donc, je tiens, comme il est le digne représentant de ces personnels aujourd'hui, je tiens à le remercier sincèrement et du fond du cœur. Et je trouve vraiment plutôt qu'on a affaire à des héros. Une fois que ça c'est dit, nous concernant,
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la chance, le hasard fait parfois bien les choses, on a eu la chance peu de temps avant cette crise de pouvoir bénéficier des conseils d'un des plus grands spécialistes français de la gestion de crise qui est ici présent, qui est Blaise. Et il se trouve que le hasard a fait que c'était quelques semaines à peine avant le début de la crise. Et ça nous a permis finalement, quand la crise est arrivée, de mettre en pratique ces judicieux conseils et d'avoir quelques bons réflexes. Donc, on a immédiatement, évidemment, constitué une cellule de crise qui s'est chargée de gérer à la fois la prise des mesures d'urgence, mais aussi à réfléchir très, très vite dès le début quasiment, sur les possibles scénarios de sortie de crise et les évolutions de la crise. Ça a été la première dimension de notre réaction à la crise. Ensuite, on a effectivement changé un peu l'organisation du travail, puisqu'on a mis en télétravail tous les personnels du siège. Et on a, nous, une activité, évidemment, avec une partie qui est en siège et une partie qui se trouve dans des entrepôts logistiques. Donc, les entrepôts logistiques sont, eux, restés sur le front, entre guillemets. Hein, donc, ils ont continué à travailler. Et pour eux, nous avons mis en place, évidemment, avec la même priorité que celle qu'a décrite Albrecht, c'est-à-dire la priorité qui était préserver leur santé avant tout. Donc, on a mis en place un ensemble de mesures de protection, hein, de distanciation dans les entrepôts, de gel hydroalcoolique, de gants, de masques, enfin tout ce qui était possible et nécessaire, de désinfection périodique et systématique des locaux. Donc voilà, un ensemble de mesures de protection qu'on a mis en place. Et puis après, dans l'organisation elle-même du travail, évidemment, on a fait deux choses. D'abord, on a essayé d'avoir un discours de vérité avec tous les gens de l'entreprise. Quand je dis discours de vérité, c'est-à-dire reconnaître un peu l'incertitude forte liée à cette crise, son caractère anxiogène, c'est-à-dire ne pas essayer de masquer ça ou de taire un peu ces sentiments que pouvait avoir tout un chacun. Donc, d'avoir un maximum de conversations en fait, entre nous sur ces thématiques-là, mais de façon très libre et assez informelle également. Et ça a été quelque chose qui nous a fait beaucoup de bien, parce que ça a permis de libérer un peu la parole. Et ensuite, on a assisté, en fait, pendant cette crise, c'est assez étonnant, à des comportements. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir un engagement sans faille des équipes. Il faut dire que c'est facilité dans notre cas parce que, sans être évidemment au niveau des personnels soignants qui ont une dimension absolument vitale, on était quand même, nous, dans un rôle sociétal aussi important, puisqu'il fallait bien continuer à alimenter la population, continuer à livrer de l'alimentation à des gens qui n'avaient pas la possibilité de se déplacer. Donc ça a quand même facilité, je vais dire, la cohésion des troupes, l'engagement, puisqu'on a assez vite mis ça également comme sujet de conversation entre nous. Et on s'est rendu compte que voilà, on avait un rôle à jouer dans cette crise et qu'il fallait qu'on le joue pleinement. Donc ça a permis aussi d'avoir des équipes très soudées. Mais malgré ça, on a quand même eu des choses, moi, qui m'ont étonné, hein, des élans de solidarité spontanés parmi les salariés. Je vais vous donner un exemple. Les gens du siège ont enregistré une vidéo de soutien très belle et très touchante pour tous les personnels qui étaient sur le terrain et qui devaient continuer à travailler dans les entrepôts. Enfin, voilà, on a eu des manifestations comme ça de cohésion qui étaient assez sympas. Ok, merci Romain. Blaise, une petite réaction face à ces deux témoignages. On a fait référence à ta gestion de crise ou à ton aide pour les managers. Qu'est-ce que ça t'inspire, ces deux expériences? Alors, il y a eu des mots là, que j'ai entendus de la part d'Albrice. Un truc qui est vraiment essentiel à comprendre quand on rentre dans la crise, c'est cette idée qu'on n'est pas prêt. On n'est jamais prêt, en réalité. Et Albrice l'a dit, nous n'étions pas prêts. Et pourtant, en 15 jours, l'ensemble du service a été capable de se remobiliser, de recréer des conditions d'accueil qui étaient… si on avait laissé le fonctionnement normal, managérial, parce que là aussi, je reviendrai sur ce point-là, fonctionner, il aurait fallu peut-être 10 ans pour arriver à tripler la capacité de réanimation. Et en 15 jours, on arrive à faire exploser les frontières administratives, les normes, les contraintes, etc. Donc, en fait, le temps de la crise, c'est un temps assez génial. Alors, je dis ça en ayant conscience derrière de tous les drames qu'il y a eu, mais génial dans le sens où ça dit toute l'absurdité des organisations qu'on a pu construire au fil du temps. Strate par strate, on a empilé des trucs qui ont rendu inefficace, alors je parle de l'administration, on dénonce l'administration, mais pas que. Dans l'entreprise, on a aussi créé des reportings, tout ça parce qu'il y a un manager qui sortait d'une business school, qui pensait qu'il fallait rajouter des KPI pour mieux piloter la performance. Donc, on a créé des méga structures
et on ne s'est pas dépouillé vers l'essentiel. Alors la crise, elle est géniale de ce côté-là, j'allais dire, c'est l'aspect positif, c'est qu'elle elle impose parce qu'il faut être efficace, parce qu'il faut redéfinir des nouvelles solidarités, il faut donc faire sauter toutes ces frontières et non pas réinventer de nouvelles frontières, mais réinventer des nouvelles collaborations pour permettre d'être efficace. Donc ça, c'est ce que j'ai entendu moi dans ces deux témoignages-là. J'ai entendu aussi une espèce de crainte, non pas de crainte, mais de rébellion de la part d'Albris contre l'idée du modèle managérial, de ce mot-là, de cette figure managériale qui serait un peu en opposition avec l'expertise des médecins, le savoir-faire plus traditionnel en fait, des métiers qui sont concrets, comme si les managers, finalement, n'avaient plus leur place dans les organisations. Enfin, moi, en tout cas, j'ai presque entendu ça. Et c'est ça qui est un sujet, je pense, qui va impacter très fortement la sortie de la crise. C'est est-ce qu'on va réconcilier les organisations? Est-ce qu'on va être capable de réconcilier les premières lignes qui sont allées au front, qui étaient les infirmiers, qui étaient effectivement les médecins, qui étaient les gens qui faisaient les paquets chez Greenwiz pour envoyer aux clients leurs commandes, les gens qui ont continué à faire fonctionner la France en fait, pendant toute cette période-là. Et il y a un clivage, et ça, on l'avait évoqué dans un webinaire qu'on a fait avec vraiment ces cols bleus en fait, de la crise et ces cols blancs qui sont restés en télétravail à distance. Hein. Chez les cadres, c'est 85% des gens qui sont restés en télétravail à distance, donc protégés. Donc, un des enjeux que j'entends un peu à travers votre témoignage, c'est comment on va réconcilier en sortie de crise ces cols blancs, ces cols bleus, ces gens qui ont télétravaillé dans chacune des organisations. Et où va se situer cette figure du manager qui a finalement presque disparu de la première ligne, parfois, souvent, peut-être trop, parce que techniquement, il pouvait tout à fait piloter à distance, mais la réalité, c'est qu'il n'était pas forcément à côté de ses équipes. Et pour faire un peu le parallèle avec l'univers du secours en montagne, c'est comme si le patron d'une unité de secours n'allait jamais faire de secours, n'allait jamais s'engager sur le terrain, faisait du pilotage par KPI. Hein, je reprends cette formule-là parce que c'est très, très tendance. Voilà. Donc, moi, ce que j'identifie de ces deux témoignages, c'est une espèce de clivage qui s'est opéré dans la réalité entre ces deux types de populations-là. Et il va falloir les réconcilier en sortie, c'est indispensable, hein, sinon on ne va pas pouvoir être capable de repartir ensemble. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Le deuxième point, c'est que cette crise a fait exploser des frontières, des strates, des choses qui avaient une certaine odeur, a mis un peu en place ce que les Japonais appellent du lean management, c'est-à-dire qu'elle est allée à l'essentiel. Elle a créé des nouveaux modèles de décision, des nouveaux modèles d'organisation. Il va y avoir deux types d'organisations. Celles qui seront capables de capitaliser sur ces intelligences de l'urgence et de les rendre pérennes et durables dans les organisations, ou les organisations qui vont revenir au modèle d'avant en disant ben non, surtout pas, ne changeons rien, revenons à ce qu'on a vécu avant la crise, et de perdre ce capital d'intelligence collective, de le laisser s'évaporer et de ne pas en faire le nouveau modèle du futur. Donc moi, j'allais dire, sur le plan très positif, si on est en capacité collective de capter cette intelligence-là et d'en faire les nouveaux standards du travailler ensemble, je ne vais pas parler de manager ou de mettre des mots comme ça, mais on a une chance d'être bien meilleur en sortie de cet événement. J'entends aussi l'exemplarité dans ce que tu dis, c'est aussi ce que nous disait le général Givre. Albris, toi, dans ton service, tu n'as pas eu à déplorer de cas sur les personnels que tu as encadrés. Tu as rassemblé presque 286 personnes, ce qui a explosé ton service. Hein. Je ne sais pas de combien ton service est constitué habituellement. Bien évidemment, vous êtes vigilant, bien évidemment, vous aviez des règles très strictes, tu en as fait état tout à l'heure, mais vous êtes aussi surexposé. Quel conseil tu pourrais nous donner pour maintenir la sécurité des collaborateurs dans ce retour à l'entreprise? Donc, je pense que ce qu'a évoqué Romain était déjà bien clair, hein, à savoir déjà rassurer ses collaborateurs, discuter avec eux, passer du temps et surtout leur offrir
des équipements de protection individuelle. C'est une chose qui est indispensable pour la suite, de façon à appliquer les mesures barrières absolument recommandées et qu'il faut recommander, que ce soit en termes de distanciation métrique ou en termes de protection, tout ce qui est hydroalcoolique, etc. En tout cas, avoir une rigueur en termes je dirais, pratique, en termes de propreté, c'est-à-dire, encore une fois, il faut être militaire, il faut nettoyer les surfaces régulièrement, les poignées de porte, etc., maintenir la distanciation sociale, repenser effectivement l'organisation du travail, qui doit être complètement modifiée en tout cas, tant qu'on n'est pas sorti de cette crise, ce qui va être l'affaire de probablement plusieurs mois, voire une année. Donc, effectivement, il faut avant tout, je pense, et puis faire taire un petit peu tout ce qu'on peut entendre et tout ce qui est véhiculé dans les médias. Alors ça, c'est difficile à faire taire quand on n'est pas professionnel de santé, mais néanmoins s'appuyer sur des recommandations qui sont faites par le Haut Conseil de santé publique, etc., des recommandations un peu fortes. Et puis rassurer individuellement les gens, passer du temps, c'est difficile, mais leur dire qu'en tout cas l'entreprise prend les moyens pour protéger ses salariés. Et c'est sûr que c'était difficile au début, parce que moi j'ai continué à vivre, à faire mes courses, etc., de voir des gens exposés qui se sont impliqués. Effectivement, moi, je remercie tout l'agroalimentaire qui a fourni un effort énorme. Mais c'était difficile en début de crise de voir des gens sans masque, etc. Il y a eu aussi une communication au niveau étatique qui est également discutable à ce niveau-là, mais pour les raisons qu'on connaît. En tout cas, c'est avant tout que les gens se sentent en sécurité lorsqu'ils viennent travailler. Ouais. Ce déconfinement, tout le monde le craint, et craint notamment une seconde vague de contamination qui risque de nous replonger à nouveau plus durablement dans un problème économique. Y a-t-il vraiment un gros risque de seconde vague ? Alors, le problème, la seconde vague, elle va être différente. Alors, il y a un risque qui est évident, je pense qu'il est important, notamment sur les capacités de réanimation. On est déjà, aujourd'hui, là, ce matin, on est à 150% en tout cas de nos lits occupés, c'est-à-dire qu'on est déjà en sur-régime. Alors, néanmoins, on a beaucoup moins de Covid, on n'a plus qu'une dizaine de patients qui ont atteint du Covid. Par contre, on a une population de réanimation, je dirais, standard, liée notamment au confinement prolongé. On observe des pathologies liées au fait que les gens n'ont pas consulté, sont restés chez eux, n'ont pas osé venir à l'hôpital, n'ont pas osé solliciter les soignants. Et on observe un rebond de ces maladies-là. On observe un rebond des pathologies aussi psychiatriques. Malheureusement, on a des pathologies propres liées au confinement, que ce soit du suicide, certains même des situations d'homicide. Donc, il y a une pathologie qui est propre. Et l'inquiétude du déconfinement, c'est surtout le rebond en termes de traumatologie grave, avec un peu, je dirais, un effet un peu final de Coupe du Monde, où on a vraiment peur que la population se lâche, tant sur le plan sportif que conduite addictive, conduite à risque. Et ça, c'est pourvoyeur de patients éventuellement graves qui viendront éventuellement saturer un système avec forcément, il va y avoir une reprise du Covid. Alors, le confinement a été extrêmement efficace. Actuellement, on n'en diagnostique quasiment plus. En tout cas, nous, sur la région d'Annecy, c'est quasiment plus de diagnostic de Covid. Donc, le confinement est efficace. On sait qu'il y a encore des foyers résiduels. On sait que ça reprendra. Probablement, on n'aura pas un effet forcément vague Covid, mais un effet vague multipathologique qui risque de saturer nos capacités de réanimation. On a un personnel qui commence à être fatigué, clairement, qui sera là, qui va continuer à bosser. Mais par contre, on est inquiet sur quand même les perspectives pour les mois à venir sur le système de santé. Je pense qu'on attend aussi clairement du gouvernement et de l'État des signes forts, en tout cas, qui ont été annoncés par notre président de la République, mais en tout cas, on attend un petit peu confirmation de ces signes, en tout cas le personnel soignant et notamment paramédical est en attente de revendications qu'ils ont depuis longtemps et bien avant cette crise. Voilà, donc je reste optimiste, mais je pense que c'est quand même la dernière cartouche pour l'hôpital public. Ouais. Les aspects psychologiques, on en reparlera certainement tout à l'heure parce que c'est ceux aussi qu'on va retrouver dans l'entreprise. En attendant, Romain, quel conseil tu pourrais donner aux chefs d'entreprise qui, eux, vont remettre en route leur activité ?
toi qui l'as vécu dans la tourmente. D'abord, c'est toujours un peu compliqué, je trouve, d'élaborer des réponses théoriques ou des conseils théoriques, vu la complexité, le caractère inédit de cette crise, etc., qui doit nous pousser à beaucoup d'humilité, je pense. Donc, je ne suis pas totalement certain d'être en position de donner des conseils à mes pairs sur le sujet, mais je vais partager avec vous quelques réflexions. Je pense que pour moi, le cœur de cette histoire, c'est l'humain. Il faut absolument qu'on prenne en considération et que tout le monde prenne en considération le fait que ce confinement et l'arrivée de cette crise, je pense, a constitué un choc profond pour tous les salariés, à la fois d'un point de vue personnel et professionnel. Et il faut absolument éviter de faire de ce déconfinement ou de ce redémarrage un deuxième choc. L'être humain, en général, supporte assez mal une succession de chocs violents. On en a eu un. Donc, pour moi, la thématique, c'est comment faire en sorte que ce déconfinement et cette évolution de la crise, parce que je ne veux pas parler de sortie de crise, ne soit pas un deuxième choc violent qu'on impose à tout le monde. Une fois qu'on a dit ça, il y a évidemment deux grands types de situations qui sont d'un côté les entreprises qui ont totalement ou quasi totalement arrêté leur activité et de l'autre côté les entreprises qui ont juste modifié profondément leur organisation de travail. Dans le premier cas, dans le cas des entreprises qui ont cessé leur activité, où tout le monde s'est retrouvé en chômage partiel, il va s'agir effectivement d'un redémarrage, donc d'un retour des gens dans l'entreprise et dans le monde du travail. Là, je pense qu'effectivement, il va falloir être très vigilant au fait de ne pas vouloir faire comme si rien ne s'était passé et vouloir redémarrer le plus vite possible ou revenir le plus vite possible à l'état antérieur de l'entreprise avant cette crise. Je pense que ça serait une erreur majeure. Au contraire, il va falloir peut-être essayer, évidemment, d'accompagner au maximum les gens dans ce retour au travail, parce que parfois, on a l'impression que le retour au travail, c'est presque une libération pour eux, peut-être d'un certain côté, mais ça va être avant tout de nouveau un changement majeur par rapport à ce qu'ils viennent de vivre depuis 2 mois. Donc, les accompagner et puis aussi se dire pour ces entreprises-là que c'est peut-être une opportunité dans la crise de revoir leur modèle d'organisation, de repenser les relations au travail entre eux à l'intérieur de l'entreprise, de repenser à ce que sont finalement les valeurs, l'engagement de l'entreprise, la vision, quelle est la raison d'être de cette entreprise. Bref, et puis de remettre de l'humain en se disant c'est aussi une occasion, encore une fois, de partager beaucoup avec les salariés au moment où ils reviennent dans l'entreprise, d'essayer de comprendre comment ils ont vécu cette crise, ce qu'ils attendent maintenant de leur retour au travail, enfin la façon dont ils voient les choses. Bref, il y a quand même, je pense, encore une fois, beaucoup de précautions à prendre pour ces entreprises-là dans le retour au travail et puis en même temps une opportunité à faire évoluer les choses. Dans le cas des entreprises comme la nôtre qui sont passées massivement au télétravail et qui ont donc changé profondément leur modèle d'organisation, il y a également cette notion, je pense, d'éviter un choc, un deuxième choc, en se disant vous étiez tous en télétravail, voilà, vous allez tous revenir au bureau et c'est super. Je pense que personne ne trouvera ça super parce que ça sera une modification qui sera trop violente. Donc, il y a ça aussi. Donc, comment est-ce qu'on va progressivement réussir à revenir à une organisation un peu différente? Et puis, en même temps, il y a ce qu'évoquait Blaise tout à l'heure, qui, moi, me paraît absolument fondamental, c'est-à-dire comment est-ce que les entreprises vont réussir à capitaliser sur tout le positif qui est sorti de cette nouvelle façon d'organiser le travail. Et là, il y a à la fois des choses très, très basiques, c'est-à-dire dans cette nouvelle organisation, il y a des routines, des habitudes qui se sont mises en place et qui finalement fonctionnent très bien. Et ça serait je pense, une grave erreur de les laisser tomber et de les abandonner. Donc ça, c'est le premier aspect. Il y a aussi, je pense, dans cette nouvelle organisation de travail, eu un développement d'un lien de confiance. Le télétravail implique la confiance, puisque par définition, vous n'êtes plus là à surveiller en permanence ce que font les gens qui travaillent dans votre équipe. Donc, ça a développé un lien de confiance. Et je pense que supprimer ce lien de confiance pour les salariés en les remettant dans un mode de management très directif, très présent, etc., ça pourrait avoir un impact catastrophique. Donc, il va falloir comprendre comment est-ce qu'on peut faire perdurer cette relation de confiance et ce lien de confiance et même le bonifier encore avec l'évolution de la situation. Enfin, il y a encore un autre point qui est, je trouve que cette période a permis aussi à certains élans de créativité nouveaux d'apparaître dans l'entreprise, qu'on ne voyait pas parce que, encore une fois, les gens évoluaient dans un cadre plus contraint, peut-être plus voilà, avec des habitudes, avec des normes, et que ces normes ont un peu volé en éclats. Et donc, ça a permis de faire apparaître chez certaines personnes des créativités, des prises d'initiative. Comment est-ce qu'on fait pour capitaliser là-dessus, pour continuer à encourager ces prises d'initiative et pas que les gens aient l'impression d'être brimés ou d'un seul coup de se retrouver rebridés parce qu'on revient dans une situation.
Enfin, il y a deux autres points qui, moi, me paraissent très importants. C'est comment est-ce que l'engagement qui est apparu pendant cette période, parce que nous, c'est ce qu'on a vécu, comment continuer à faire vivre cet engagement? Comment continuer à ce que disait également tout à l'heure Blaise, comment aussi rééquilibrer à l'intérieur de l'entreprise l'importance des différents services, la manière dont les gens considèrent la valeur de leur travail par rapport à la mission globale de l'entreprise. Tout ça, c'est des challenges qui sont vraiment capitaux, je pense, et qui vont déterminer, là je rejoins absolument ce que disait Blaise tout à l'heure, qui vont déterminer deux types d'entreprises, entre celles qui vont réussir en capitalisant sur ce qui s'est passé et en comprenant à quel point ça nous oblige à repenser complètement nos modèles, notre organisation et notre mode de management et nos relations à l'intérieur de l'entreprise, qui probablement iront vers des jours plus heureux. Et d'un autre côté, des gens qui voudront absolument revenir à ce qu'il y avait avant, aux mêmes méthodes de management, à la même manière de considérer le travail, à la même manière de considérer l'entreprise, sa vision, son engagement, et qui là, je pense, s'exposent quand même à des problèmes majeurs. Oui, c'est clair. Du coup, encore, l'humain et peut-être l'émergence de certaines personnes dans cette crise. Tu n'as pas ressenti, toi, ce clivage col blanc, col bleu dont parlait Blaise? Je l'ai ressenti. Alors, il se trouve que dans notre activité, les managers d'activité, même parfois des directeurs business units qui avaient des personnels en logistique, ont passé beaucoup de temps dans les entrepôts avec les personnels pour essayer d'atténuer un peu cette impression. Alors, mais évidemment, enfin, je veux dire, ça serait bête de nier le fait que ne serait-ce que l'organisation du travail que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire le siège est en télétravail et les gens dans les entrepôts sont sur le front, entre guillemets, évidemment, ça crée une différence de situation. Et cette différence de situation, on a essayé, nous, de l'atténuer au maximum. Donc, on a essayé, par le biais de primes, etc., de montrer que, et de primes, de discussions, de témoignages, encore une fois, de montrer à quel point on était reconnaissant envers ces gens-là d'être sur le terrain. Mais ce que j'ai dit juste avant, il va falloir quand même repenser un peu tout ça. C'est-à-dire, demain, est-ce que cette crise ne nous montre pas que finalement, ceux qu'on considérait comme un peu le dernier chaînon de l'entreprise, parce que c'était ceux qui étaient à la fin en train de faire le colis, on se rend compte finalement que pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, que c'est un rouage qui est complètement vital dans l'entreprise. Donc, comment demain est-ce qu'on va réussir? Parce qu'en plus, mais en même temps, il ne faut pas rêver. Hein, on ne va pas pouvoir faire x12 sur le salaire de tout le monde pour que tout le monde se sente d'un seul coup également important. Mais je veux dire, il va quand même falloir trouver des façons dans notre organisation, dans notre management, dans notre gestion des équipes, de redonner de la valeur à ces métiers, de redonner de la considération à ces métiers. Et c'est ce qu'on essaye de faire depuis longtemps. Mais voilà, on se rend compte qu'on ne l'a jamais fait de manière suffisante. Et donc, c'est le challenge pour nous, le défi pour nous, c'est comment est-ce qu'on va demain être capable d'être meilleur dans cette gestion-là, dans cette gestion des équipes, et tout en, encore une fois, maintenant la vision, la mission de l'entreprise comme étant le terreau et le socle sur lequel on veut que tout le monde soit bien accroché. Merci Romain. Blaise, une petite réaction sur ce qui vient d'être dit? Je pense qu'on a fait déjà un sacré tour d'horizon, parce qu'effectivement, ce que dit Romain, ce que dit Albris, dont Albris a tout à fait raison d'insister sur le premier niveau de préoccupation à tout niveau hiérarchique, managérial, c'est effectivement la sécurité des collaborateurs. Donc là, il a parlé de rigueur militaire, de nettoyer, de respecter les consignes. Donc ça, effectivement, c'est le prérequis, j'allais dire, à toutes les autres discussions qui ont été ouvertes par Romain. Et je pense qu'il faut que chacun comprenne qu'on est loin du compte en France en particulier, parce que culturellement, on est à des années-lumière de la culture japonaise, coréenne, etc. Et on a un gros chemin culturel à faire. Et je peux parler de moi le premier. C'est comme mettre le casque en montagne. Il y a eu des générations de guides qui avaient du mal à mettre le casque sur la tête, estimant qu'ils étaient, eux, plus protégés que d'autres, parce qu'ils étaient de droit divin, mieux protégés par les divinités de la montagne. Donc ça, c'est un changement de culture, penser qu'on est tous exposés, qu'on doit tous se protéger, parce qu'on protège les autres aussi. Donc il y a une co-responsabilité, et ça, je crois que là, il y a un chemin. Là, sur ce territoire-là, on voit bien qu'entre les notes de service, les directives, les 52 pages qui sont envoyées au directeur d'école et la pratique dans la cour de l'école, il y a un gros gap. Donc ça va être le premier gap à résoudre, qui est un gap culturel dans la perception du risque sociétal que nous, on a en tant que Français, j'allais dire méditerranéens,
de cette rigueur que d'autres pays, en Allemagne ou ailleurs, ou au Japon, ont beaucoup plus de facilité à mettre en place. La deuxième chose que j'entends dans la parole de Romain, c'est que tout ce qu'il a identifié à faire, c'était un gros chantier en fait, de transformation. Donc en fait, on a à la fois une crise à affronter. Alors je vais vous montrer juste une petite slide que j'ai déjà partagée, mais je vous la remontre. Donc juste ces deux slides-là. En fait, là, on est en train de cheminer sur cette courbe de la crise et on a tous ces trucs-là qui ont été réalisés par les organisations. Il y a eu des mesures préventives, mesures d'urgence, on a mis en place des structures de pilotage, on a essayé de garantir un peu d'activité quand on pouvait ou complètement l'activité quand on était un secteur d'activité vitale. Et puis, on a, comme l'a dit Romain, on a essayé de se projeter sur comment on allait sortir de cette crise et identifier les facteurs clés de succès. Toutes les organisations normalement constituées ont fait ça. Voilà. Donc là, on est en train de cheminer sur la courbe et on essaie de se projeter sur le triangle de sortie. Donc ça, c'est, j'allais dire, la roue de la crise. Mais en plus de ça, cette roue de la crise, il va falloir aussi y rajouter deux autres roues, parce que ce n'est pas parce qu'on a bien géré cette crise que ça va suffire. Il va falloir à la fois créer les conditions du rebond, alors quelle que soit l'organisation, donc en termes organisationnels, en termes de performance économique quand c'est dans un secteur d'activité économique, en termes de réorganisation des services quand on est dans la fonction publique. Donc ça, c'est des questions qui sont plus liées à la dynamique vers quelque chose, vers un nouveau sommet quelque part. Il va falloir quand même qu'on se mette des nouvelles perspectives, sinon on va un peu tourner en rond. Et le deuxième, la troisième roue, c'est celle du leadership. C'est effectivement une refondation complète de notre modèle. On a bien vu que le télétravail a fait rentrer l'entreprise dans la maison. La frontière entre vie privée, vie professionnelle s'est estompée. Il faut peut-être d'ailleurs faire attention. Il y a une dimension émotionnelle qui avait été mise de côté. On avait beaucoup rationalisé la manière de manager. Et là, les émotions ont débordé de tous côtés. Donc, ça veut dire qu'il y a un besoin d'écoute, un besoin de partage, de réconciliation aussi des visions, des compréhensions, redonner un cadre. Et tout ça, il va falloir prendre du temps. Donc, moi, j'allais dire, après avoir sécurisé les collaborateurs, fait les choses qui sont la stabilisation, on va dire, et changer cette culture par rapport à la perception du risque, la deuxième étape, ça va être ce que j'appelle moi un SAS de déconfinement. Donc, les militaires le font quand ils rentrent de territoires hostiles, quand ils rentrent d'Afghanistan, il y a des SAS de déconfinement, quelque part, ça ressemble à ça. Les sous-mariniers qui y rentrent, ils ont ce qu'ils appellent des séquences de réoxygénation. En tout cas, il va falloir s'autoriser, c'est un coût, c'est une dépense, il va falloir s'autoriser à d'abord prendre du temps pour se parler, s'écouter, libérer les émotions. Il y a eu du stress, il y a de la fatigue, pas se remettre en mouvement tout de suite, on a besoin de se ressourcer. Mais il va falloir aussi reposer le nouveau cadre de travail. Donc ça, c'est le deuxième livrable de ce SAS de déconfinement, c'est reposer un cadre. Et ensuite, troisième chose, c'est fixer un nouvel horizon. Il faut évidemment se remettre en mouvement vers quelque chose. On ne peut pas être qu'en gestion de crise, à juste replâtrer, se réadapter, colmater. Ce n'est pas ça qui va permettre aux équipes de se remettre en mouvement vers une nouvelle destination. Donc pour l'hôpital, c'est peut-être construire l'hôpital du futur, effectivement, en tirant les enseignements de la crise et en rebâtissant un modèle. Pour Greenwiz, c'est, comme tu l'as dit, Romain, capitaliser sur les bonnes pratiques, l'intelligence qui a émergé pour accélérer le mouvement, créer de l'intelligence qui soit adaptée à ton activité, etc., etc. Donc, chaque organisation doit redéfinir son sommet et le cadre dans lequel il veut inscrire ce cheminement, c'est-à-dire les valeurs que l'on souhaite mettre en avant, les choses qui deviennent, moi, ce que j'appelle les essentiels. Donc, c'est un travail qui va nécessiter du temps de partage parce que pour à la fois tirer les enseignements de la crise, redéfinir ce qui fait le lien, bon, j'ai mis le mot leadership, mais qu'est-ce qui fait le lien entre nous et qu'est-ce qui fait qu'on se remet en mouvement vers un nouveau sommet, c'est un travail presque de refondation stratégique et organisationnelle. Et voilà, et soit on prend le temps de le faire et on se réadaptera à un monde qui est nouveau, parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'on rentre dans quelque chose qui est très nouveau, qui a d'autres dynamiques, qui a d'autres modèles de pensée, qu'il va falloir peut-être abolir aussi des croyances sur, par exemple, le dogme de la concurrence, qui est la seule obsession des entreprises, c'est toujours d'aller combattre son compétiteur. Ben, peut-être qu'on est sur des modèles de création qui sont plutôt en collaboration, moins concurrentiels. Est-ce que la valeur, elle est purement de la profitabilité? Est-ce qu'elle est pas plus sur d'autres dimensions? Est-ce qu'il n'y a pas une
création de valeur plurielle à imaginer? Est-ce que la stratégie qui planifiait, qui faisait des planifications à moyen terme, elle est encore pertinente? Est-ce qu'il ne faut pas travailler sur des modèles d'effectuation? Alors, dans le monde du digital, les gens sont très, très habitués à ces sujets. L'effectuation, travailler sur de l'initiative, libérer un peu des manières de travailler par expérience, tester, corriger, adapter, ajuster. Donc, en fait, il y a plein de changements qui sont possibles. Voilà. Ils sont possibles, mais ils ne sont pas certains si on ne les saisit pas. Merci Blaise. Ce cheminement, cette remise en question, elle va être difficile pour certains managers qui sont exsangues à l'issue déjà de ces 2 mois et demi passés. Ce temps, ça va être difficile de le prendre pour certains, justement parce que trop stressés par ce besoin de reprise économique vitale. Qu'est-ce que toi, tu peux proposer, ou est-ce que tu as déjà des idées de propositions, justement de parenthèses pour réfléchir, ou pour aider le leader à réfléchir, à le faire sortir un petit peu de son cheminement, du cheminement dans lequel il s'est inséré? Alors, moi, je pense que ça va être du temps qui va être gagné, en fait. Ce temps, ce SaaS dont je parle, là, donc là, on l'a proposé à une grande entreprise. Ça va durer jusqu'à juin. On va embarquer l'ensemble des collaborateurs dans ce processus d'écoute et de co-construction des nouveaux fondamentaux du leadership et des nouveaux fondamentaux aussi presque stratégiques. Donc, un minimum en temps, parfois en accompagnement. Moi, je ne cherche pas du tout à vendre ma camelote, ce n'est pas du tout le sujet. Ça peut se faire en interne. En tout cas, c'est absolument essentiel de prendre ce temps-là. Donc, pour répondre à ta question de manière très pratique, bien sûr qu'on va avoir le sentiment qu'on a perdu 30-40% de chiffre d'affaires. Alors, pas toutes les organisations, hein, certaines ont fait plus 30, plus 50, plus 300. Et celles qui sont un peu en difficulté, elles voudraient tout de suite atteindre l'objectif du résultat, de la performance immédiate. Là, il faut accepter peut-être de continuer un peu à perdre en chiffre d'affaires pour pouvoir bâtir ce nouveau modèle qui, lui, sera adapté au nouveau contexte et qui permettra réellement d'aller chercher du vrai développement dans ce monde qui a changé beaucoup de ses paradigmes et ses caractéristiques. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est un temps qu'il faut absolument mettre en place. Ça peut durer. Donc là, pour l'entreprise qui on le propose, on le fait maintenant. On l'a déjà attaqué depuis 2 jours. Et là, je continue dans 15 minutes avec un groupe pilote. Il y a un temps, et l'ensemble des collaborateurs dans les 3 semaines qui viennent. Donc, c'est un truc qui se fait maintenant. Parce que cette intelligence, si on ne la capte pas à chaud, et ça, je peux vous parler d'expérience sous la montagne, il y a des choses qu'on capte juste après le secours. Quand on a fait l'opération de secours, il y a plein de micro-détails qui n'ont pas été pertinents. On les capte là à chaud, c'est le débriefing à chaud. Donc, il faut faire ce débriefing à chaud, l'écrire, le mettre quelque part, et ensuite, il faudra le travailler durablement. Mais c'est vraiment très, très important de prendre ce temps. Merci Blaise. Albris, ce débriefing à chaud, vous allez certainement vous aussi le faire dans le cadre de l'hôpital, que ce soit sur la partie purement sanitaire, mais aussi peut-être organisationnelle. Donc effectivement, je partage complètement ce que dit Blaise, hein, à savoir l'importance. Moi, j'aimerais qu'on puisse faire un SaaS. Pour l'instant, le SaaS, j'ai du mal à le voir parce que l'horizon est encore incertain. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas arriver à se poser dans les semaines qui viennent. Donc, c'est clair que ces retours d'expérience après des situations aiguës, on a l'habitude, nous, en réanimation, sur des situations de mort violente, traumatiques ou autres, à faire des débriefings à chaud. Et effectivement, c'est essentiel de faire un débriefing de cette crise pour effectivement repenser, reposer l'organisation de l'hôpital de demain. Il va falloir prendre ce temps. Je pense que les limites le côté génial de la crise, comme avait débuté Blaise, je le partage complètement. À savoir, cette crise, elle va permettre... Elle a pu montrer en tout cas que l'hôpital a été capable d'absorber cette épidémie sans dommage, hein, sans trop de difficultés, hein, avec des situations relativement exemplaires, je trouve, dans chacun de nos hôpitaux.
Mais néanmoins, ça a été fait au prix, je dirais, mais vertueux, hein, d'une administration, d'un système managérial qui s'est mis au service des médecins, hein. C'est-à-dire on est sorti du moule d'avant-crise où les médecins, on est des prestataires, on est effectivement soumis au lean management avec une nécessité de production, on est tarifé à l'activité. Enfin, il y a une contrainte sur l'hôpital qui était telle que on arrive finalement, cette crise montre qu'on est à bout de ce modèle et que si on arrive à travailler en synergie et comme avec des directions qui ont été admirables, hein, c'est-à-dire que vraiment elles se sont mises au service à tous les niveaux des équipes soignantes. Et finalement, on se dit, l'hôpital, on aimerait qu'il fonctionne toujours comme ça. Donc voilà, il va falloir, et je suis entièrement de cet avis, il va falloir repenser toutes les organisations. Donc, espérons. Ouais, permettre de tirer les leçons de ce qu'on vient de vivre. Romain, pour ta part, tu vas prendre ce sas de décompression. Alors, tu l'as un peu fait peut-être en amont pendant cette période, mais est-ce que tu vas voilà, prendre ce sas avec tes équipes, l'école blanc, l'école bleue, et repenser le modèle? On essaye, hein, encore une fois, tu vois, j'ai du mal à dire on va prendre, on essaye de faire ça modestement. Après, on était dans un modèle quand même, nous, de management qui n'était pas forcément ultra classique à l'origine, hein. On a toujours été quand même, on a toujours essayé quand même d'aller vers un modèle un peu libéré, entre guillemets, même si je ne suis pas complètement fan du terme, parce que je trouve qu'on y met tout et n'importe quoi derrière, mais enfin, en tout cas, d'avoir un management un petit peu différent, un petit peu plus centré sur l'humain, sur le… Donc, ça vient renforcer un peu cette volonté chez nous d'aller dans ce sens-là. Je pense sincèrement qu'on n'est jamais allé assez loin dans cette direction-là. C'est compliqué aussi pour le dirigeant. C'est toujours un arbitrage. Quand on en parle comme ça de manière un peu extérieure, ça paraît peut-être parfois simple de se dire il faut faire ci, il faut faire ça. Mais après, quand on est confronté à la réalité économique, il y a plein de paramètres qui peuvent rendre les choses plus compliquées. Il y a la nature des organisations qui peut rendre compliqué. Je dis ça parce que j'ai vu une question passer sur le chat, là, la question de comment appliquer concrètement les collaborateurs dans cette co-construction dans des grands groupes. Donc, c'est sûr que typiquement, le fait d'être dans une toute petite entreprise ou très agile ou dans un groupe énorme avec des lourdeurs administratives, entre guillemets, et organisationnelles et des strates de managers intermédiaires, c'est beaucoup plus compliqué d'embarquer tout le monde, je pense. Et là, se faire aider par des professionnels, je pense que ça peut être une grande aide. Mais donc, oui, on va essayer d'aller vers ça. On a commencé un peu à imaginer qu'on était rentré dans une nouvelle phase qui ne commence pas chez nous. Il ne va pas y avoir véritablement de déconfinement parce qu'on va maintenir le télétravail tant que c'est possible de la manière la plus totale possible. Donc, on n'est pas tout de suite dans cette deuxième phase, mais on envisage effectivement qu'il va y avoir une deuxième phase qui va commencer. Et que cette phase, il va falloir petit à petit remettre du travail physique, mais vraiment petit à petit. Et puis, ça, c'est sur la partie vraiment présentielle, presque concrète. Et puis, d'un point de vue plus psychologique et organisationnel, il va falloir effectivement essayer de voir comment on peut avancer vers cette nouvelle organisation, vers cette nouvelle façon de travailler peut-être et comment on va pouvoir profiter au maximum des enseignements de cette crise. Ouais. Est-ce que, peu importe lequel me répond, vous pensez qu'il va y avoir des mouvements de protestation, des gens qui ne voudront pas se remettre en route maintenant par peur, pour tous les effets psychologiques qu'on peut connaître, tous les biais qu'on peut connaître, et qui vont aller à l'encontre de cette reprise? Au sein des entreprises, tu veux dire? Au sein des entreprises. Tu as peut-être eu d'ailleurs des mouvements comme ça pendant le confinement. Ouais, probablement. Donc, je trouve de façon générale que cette crise était absolument inédite et d'une ampleur complètement incroyable. Et donc, effectivement, à tous les niveaux, on peut émettre des critiques sur la manière dont elle a été gérée. Maintenant, je trouve qu'on a tendance, chez nous en France, à être très critique. Tout le monde devient médecin, tout le monde devient épidémiologiste, tout le monde devient manager, tout le monde sait exactement à chaque fois ce qu'il faut faire, comment, pourquoi, etc. Donc, moi, ma crainte, c'est réseaux sociaux à l'appui, qu'on soit en train
avec cet ensemble, cette logique de critique systématique et de remise en question systématique, de préparer un après qui pourrait être un petit peu compliqué parce que je crains une résurgence de tous les mouvements contestataires qui vont dire vous avez tout mal fait depuis le début, tout aurait dû être fait autrement et ça pourrait avoir un impact compliqué. Je suis toujours étonné quand j'ai vu récemment un sondage sur l'appréciation de la population de l'action à différents niveaux, du gouvernement, des personnels soignants, etc. Et en France, on est, dans toute l'Europe et pratiquement dans le monde entier, les plus critiques sur tous les sujets. C'est-à-dire que nous, rien n'a été bien fait à aucun niveau par personne. Donc ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur parce que je pense qu'on a une tendance à être toujours dans la critique et à toujours voir le côté négatif. Et j'ai peur que la dynamique, justement, qu'on vient d'expliquer avant, de remise en question des organisations, etc., soit pénalisée par cet aspect-là et que ça ne mette pas tout le monde dans les meilleures dispositions d'esprit pour faire avancer les choses. C'est ça qui me fait peur. Après, point de vue individuel, enfin, dans notre organisation, je ne pense pas, si effectivement on est en capacité, on arrive à montrer cette nouvelle vision, ce nouveau chemin dans lequel on veut entraîner tout le monde, normalement, c'est quand même quelque chose qui est plutôt souhaitable pour tout le monde. Donc, je ne comprendrais pas trop pourquoi. Bon, après, il y a toujours des résistances au changement, quoi qu'on fasse. Blaise, je sais que tu dois nous quitter dans pas très longtemps, donc je vais te laisser réagir peut-être une dernière fois ou nous donner une petite conclusion pour ta part. Non, mais ce qui est évident, c'est que on est dans un pays où cette résistance au changement, là, elle a pris des tours très marqués à cause de cette fameuse contamination des émotions, la peur qui a gagné. Alors, je ne sais pas si elle a gagné plus qu'ailleurs, mais quand on a vu les comportements sur les premiers jours, c'était quand même hallucinant de voir comment le mécanisme de la peur a contaminé finalement très rapidement une grande partie de la population. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Et ça, je pense, c'est un signal assez fort que je partage d'inquiétude, comme l'a mentionné Romain, sur le fait qu'il va falloir que chacun, à son niveau, redonne cette dynamique positive, parce qu'on sent bien que la défiance vers les autorités centrales est très, très forte. Et ce n'est pas là que ça va se passer, en fait. Au contraire, ça va continuer en post-crise, ça va être la recherche du bouc émissaire, il va y avoir du contentieux. Et en fait, je crois qu'on est en train d'observer presque la mort de la centralité à travers cette crise. Le modèle de la Ve République qui gérait la crise de droit divin avec des organes d'État qui étaient partout, a montré son incapacité à traiter la complexité. Donc, il va falloir basculer sur un autre modèle de gestion de crise étatisé, mais en modèle partenarial. Et donc, il va falloir séparer ce qui relève de la centralité et vraiment aller travailler sur les organisations déconcentrées et se battre pour que chacune des organisations puisse redonner du sens à ce projet commun, etc. Parce que la fragilité collective, elle est déjà là, elle est présente, et il va falloir beaucoup de temps pour réconcilier l'envie du pays d'être ensemble. Mais il y a beaucoup de stigmates, en fait, de cette contamination de la peur. Il y a plein de choses qui ont montré à la fois des superbes solidarités, mais aussi des comportements qui étaient hallucinants. Et ça va être un peu, à mon avis, la polémique va gagner probablement très rapidement en post-crise l'ensemble de ces discussions. Donc ça veut dire qu'il faut revenir au local. Chaque organisation doit se battre pour préserver la cohésion de son équipe, redonner du sens, distinguer ce qui relève du global du local et travailler sur ces petites solidarités de proximité, travailler en équipe et à tout niveau, que chacun prenne sa part pour reconstruire finalement une confiance par le bas. Non pas attendre qu'elle vienne du haut avec des messages de paix sociale, etc., parce que ce n'est pas ça qui va se passer. Donc il faut vraiment que chacun, à son niveau, reprenne, que ce soit un maire, que ce soit un patron d'entreprise, que ce soit un patron d'hôpital, doit prendre son univers à lui et le recomposer, le reconstruire, en ayant conscience que ça ne viendra pas d'en haut. Merci Blaise, merci. On va arriver à la fin de ce webinaire. Juste un dernier mot peut-être, Albris. On espère franchement que cette crise permettra à l'hôpital de sortir de son ancien modèle, que vous serez écoutés en tout cas. Oui, Albris, du coup, tu penses vraiment que les dirigeants vont avoir entendu, vont avoir vu
que là, vous étiez capable de faire les choses, ça c'est sûr, mais que vous étiez capable parce qu'ils ont ouvert les robinets et qu'ils ont arrêté de vous mettre la pression du retour sur investissement. C'est une bonne question dont la réponse elle est extrêmement difficile. Hein. Est-ce que nos dirigeants auront la mémoire courte ou non? J'espère que non. Hein. Par le passé, en tout cas, pour l'instant, l'investissement fait par le corps soignant, effectivement, on est au bout d'un modèle. On a un corps soignant qui, globalement, est fatigué, indépendamment même de la crise. Hein. Je dirais il y a une refonte des systèmes régaliens du pays à réimaginer, hein, que ce soit la santé, la sécurité, l'éducation. Il va falloir repenser à demain. Donc, j'ai des espoirs. Hein. Je pense que ça ne va pas rester anodin. Hein. Ça va marquer toute une génération. Ça va marquer le monde de l'entreprise, le monde de l'hôpital. On a vu des choses extraordinaires, hein, durant cette crise, et notamment une solidarité à la fois du peuple français et puis surtout, je dirais, de l'industrie. Hein. On a été énormément aidés de façon bénévole et très généreuse par les acteurs du privé, hein, qui sont venus soutenir cet effort national devant cette crise sanitaire. Hein. Nous, c'est des marques de sympathie, ça a été des dons, énormément de dons financiers, des dons en matériel. Dès lors qu'on avait besoin de quelque chose, moi j'avais besoin de tablettes pour que mes patients puissent communiquer, puisqu'ils n'avaient pas de droit de visite. Ben voilà, sur le Twitter du service, on lance un appel et on nous offre d'emblée 10 tablettes. Enfin, il y a une solidarité. Je pense qu'il va falloir s'appuyer un petit peu sur cet élan, qui a montré que l'hôpital pouvait en tout cas fonctionner. Alors certes, à coût, hein, il y aura un bilan financier à faire de cette histoire qui va être extrêmement onéreux pour tout le monde, pour toute notre société, mais après, c'est redéfinir les priorités à l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut, en tout cas, pour notre avenir? Et à mon avis, ça ne passera pas sans une concertation de tout le peuple français. Merci. Romain, une petite conclusion? Écoute, non, merci à vous. C'était, en tout cas pour moi, entendre Albris et Blaise, c'était très, très instructif. Moi, je veux encore remercier Albris parce que vraiment, chapeau pour tout ce que le personnel soignant fait. Et je le rejoins. Je pense qu'effectivement, de la même manière que nous, dans nos entreprises, il va falloir qu'on repense un peu l'importance des différents métiers. Je pense qu'au niveau national, il va falloir qu'on ait une vraie réflexion sur des corps de métiers. Je pense au personnel soignant, mais aussi aux enseignants. Enfin bref, à un certain nombre de corps de métiers comme ça en France qui, pour des raisons diverses, au fil des années, au fil des mandatures, ont un peu été laissés pour compte de la croissance de l'économie française. Donc, il va falloir voir comment est-ce qu'on peut en tirer les leçons de ce qui s'est passé et redonner la vraie place qu'ils méritent et allouer les vraies parts budgétaires qu'ils méritent également pour que ces corps de métier absolument indispensables à notre société puissent évoluer dans de bonnes conditions. Merci aussi de ton témoignage et de tes bonnes pratiques que les autres vont certainement essayer de mettre en place. Xavier, le mot de la fin? C'est difficile de conclure, hein, parce que je crois qu'on aurait pu en parler pendant encore des heures. Merci à vous trois parce que je pense que vous avez bien nourri nos réflexions et c'était un très beau plateau. Voilà, merci à vous. Et puis, je vous donne rendez-vous demain à 16h pour un prochain webinaire qui sera sur culture et transformation numérique à l'heure du reset. Donc, c'est un peu le pendant de ce qu'on a commencé à dire un petit peu. On va aller très loin et c'est Philippe De Vos qui l'anime. Voilà. Merci à vous, portez-vous bien et puis à très vite. Et puis, sortez masqués. Sortez masqués.